Dans le dernier épisode, on s'est intéressé à la moyenne et maintenant on va voir une nouvelle statistique qui permet de décrire des propriétés d'un échantillon et un échantillon donné, qui est la variance. Alors pour motiver l'utilité de la variance, je vais prendre deux échantillons qui sont ces deux échantillons-ci. Celui du haut, on va l'appeler X, donc on a notre échantillon X qui est 4, 12, 22, 71, 92, 99, et on va appeler un autre échantillon Y. Et pour cet échantillon-là, on a fait 6 observations qui sont les mêmes, à chaque fois 50. Et donc pour les deux échantillons, on a un nombre d'observations, donc n, qui est égal à 6. Maintenant, si on s'amuse à calculer la moyenne de chacun de ces échantillons, on remarquera que pour les deux échantillons, elle est de 50. Alors, pour Y, ça paraît assez logique que la moyenne soit 50, et pour X, elle vaut aussi 50. Ça saute un peu moins aux yeux, mais c'est le cas si on la calcule. Donc maintenant, on voit bien que ces échantillons, si on donne uniquement la moyenne, donc qu'on noterait X bar égale 50, et pour Y, de manière analogue, on peut écrire Y bar égale aussi 50. Si on me donne juste ces deux moyennes, et qu'on ne me montre pas les échantillons, je ne pourrais pas voir qu'ils sont à ce point différents, les échantillons. Donc il nous faut une seconde métrique qui permet de voir la variabilité des observations dans un échantillon donné. Parce qu'on voit qu'ici, on a une variabilité qui est complètement nulle. À chaque fois, on a fait la même observation de 50. Alors que pour les X, on a une grande variabilité des observations. On voit qu'on a pu observer 4, 99, des valeurs qui sont très éloignées de notre moyenne. Donc maintenant, on va essayer de construire un instrument qui permet de trouver la variabilité de notre échantillon, sans pour autant juste donner la formule et qu'on ne la comprenne pas. Donc comment on peut essayer de quantifier cette variabilité des résultats? Il faudrait qu'on puisse prendre la moyenne X bar ou alors la moyenne Y bar, mais ici j'écris un cas pour X et on pourra le généraliser pour aussi Y. Et il faudrait que je regarde à quel point j'ai des observations qui s'éloignent de la moyenne. Donc je rappelle, les observations, on l'a vu dans la première vidéo, on peut les noter XI, avec X1 qui serait 4, X2 qui serait 12, X3 qui serait 22, etc. Et donc, on pourrait voir la différence entre ma moyenne et mes observations. Donc ici, ma moyenne moins l'observation que j'ai faite. Ici, ce serait la différence. Donc on aurait par exemple 50 moins 4. On aurait ensuite 50 moins 12, etc. Et on voit que si on prend maintenant les valeurs des observations de Y, à chaque fois on ferait 50 moins 50, vu qu'on a observé à chaque fois 50, donc la moyenne moins la valeur observée, et à chaque fois ça nous donnerait 0. Et ce 0, il reflèterait bien la non-variabilité qu'on a dans nos observations. C'est toujours très proche de la moyenne. Ici, dans le cas présent même, c'est égal à la moyenne. Donc 50 moins 50 égale 0. Maintenant, ces différences par rapport à la moyenne, on voit qu'on aura une fois, par exemple, 50 moins 4, si on prend ici x1. Et ça nous donnera un résultat qui est plus grand que 0. Et on pourra aussi avoir, par moment, 50 moins 99, qui serait plus petit que 0. Et ça, c'est quelque chose qui peut poser problème, parce que nous, ce qu'on aimerait bien faire, comme la moyenne où on sommet chacune de nos observations pour essayer de toutes les mettre ensemble, en fait, parce que si je fais juste la différence 50 moins 4, j'ai juste pris x1 en compte. Il faudrait que je prenne la différence 50 moins 4, que je regarde aussi la différence 50 moins 12, etc. Il faut que je le fasse pour x1, x2, jusqu'à x6 ici, qui serait 99. Mais on voit que si on fait ça, on aura par moment des valeurs positives et par moment des valeurs négatives. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va forcer notre différence à être positive. Et pour rendre un nombre positif, il y a plusieurs méthodes. On peut prendre la valeur absolue, mais ici, par convention, ce qu'on fait, c'est qu'on met cette différence au carré. Donc, si je résume ce qu'on fait, on prend la différence par rapport à la moyenne de notre observation, donc l'écart à la moyenne de notre observation, et on la met au carré pour la forcer à être positive. De cette manière, si par exemple notre moyenne c'est 50, et on observe un 51, puis on observe un 49, alors 50 moins 51 au carré, et 50 moins 49 au carré, ça me donnera exactement la même chose. Et c'est pratique parce que l'écart à la moyenne
de ces deux valeurs est exactement le même. Si on ne met pas au carré, on aurait un signe moins qui diffère entre ces deux cas de figure. Donc c'est de là que vient le au carré. Maintenant, on a notre écart à la moyenne, on s'est assuré qu'il est positif, et tout ça, il faut sommer de i égale 1 à n. Comme ça, on peut prendre en compte tous les écarts à la moyenne pour toutes mes observations. Je rappelle, cette sommation de 1 à n, elle signifie qu'on va faire x1, x2, x3 ici à la place du xi à chaque fois, et on va sommer. Donc x bar moins x1 plus x bar moins x2 plus x bar moins x3, etc. Donc on commence à avoir une expression qui ressemble à quelque chose. Et maintenant, il faut qu'on prenne aussi en compte la taille de notre échantillon. Et comme pour la moyenne, on va diviser tout ça par n. Et ici, on trouve l'expression de la variance qu'on note communément sigma au carré comme ceci. Donc je vais encadrer ce résultat qui est notre définition de la variance. Alors il est possible que parfois on rencontre la variance avec la même forme mais en divisant par n-1, donc quelque chose comme ceci avec les mêmes termes ensuite. Et ça dépendra de si on s'intéresse à la population ou à un échantillon donné pour essayer de créer une statistique non biaisée. Donc c'est quelque chose d'assez bizarre qu'on a souvent du mal à comprendre, mais on va revenir là-dessus dans une autre vidéo avec des explications bien plus claires. Ici, je donne la définition générale de la variance qui est 1 sur n. Et plus tard, quand on s'intéressera à des tests d'hypothèse ou alors à des analyses d'échantillons, on verra ce n-1 apparaître et on verra pourquoi. Mais ça viendra un peu plus tard dans la série. Donc maintenant, si on calcule la variance pour les deux échantillons, qu'est-ce que ça donne? Alors dans un premier temps, on va la calculer pour les x, donc je vais dupliquer ceci, et donc on devra faire, ici on a une taille d'échantillon qui est de 6, donc on devra faire 1 divisé par 6, et maintenant cette grande somme ici à chaque fois ce sera, donc je vais mettre des grandes parenthèses, ce sera la moyenne moins x1, et on met ceci au carré, plus la moyenne moins x2, et on met ceci au carré, plus la même chose pour x3, on met au carré, et on continue jusqu'à x6, qui serait ici le 99. x6 parce qu'on a 6 échantillons, donc on écrit ceci. Parfois, le calcul peut prendre pas mal de temps, parce qu'on voit que c'est assez long. Et ce qui est important de noter, c'est que on a à chaque fois besoin de la moyenne. Donc on va calculer toujours la moyenne avant la variance, parce que la moyenne intervient dans le calcul de la variance. Donc on obtient au final ceci comme expression. Et maintenant, il suffit de remplacer ces x1 et ce x bar par les valeurs qu'on connaît. Donc x bar, on sait que c'est 50. Donc tous les x bar, on peut les remplacer par 50 ici. C'est notre moyenne, etc. Et x1, x2, x3, x4, x5 et x6, c'est à chaque fois les valeurs qu'on a observées. Donc 4, 12, 22, 71, 92 et 99. Si on fait tout ce calcul, on trouve finalement le résultat de 1491,66. Et donc ça, c'est sigma carré. Ici, je vais mettre un petit x pour indiquer que c'est associé à notre variable ici, x. Maintenant, on peut faire la même chose pour y. Donc, on aurait une autre notation, mais qui est complètement équivalent. On ferait la somme de 1 à n de y bar moins les observations y qu'on a faites. Et ici, en fait, à chaque fois, la somme qu'on ferait, ce serait donc 1 sur 6, et je devrais faire 50 moins 50 au carré, plus 50 moins 50 au carré, etc. Et on voit qu'en fait, à chaque fois, ce 50 moins 50, ça vaut 0. Donc, ma variance, ce sera 0 divisé par 6, donc simplement 0. Et ça, c'est ma variance, donc sigma carré pour les y. Et ici, on remarque quelque chose de très important,
c'est que la variance vaut 0 lorsque toutes les observations sont les mêmes. Parce qu'en fait, toutes nos sommes par rapport à la moyenne, donc la somme par rapport à la moyenne, c'est ici ce terme x bar moins xi, ou alors y bar moins yi, toutes nos différences à la moyenne vont valoir 0. Donc on obtient au final une variance de 0. On voit bien à travers ceci que, comme son nom l'indique, la variance va refléter la variabilité des résultats. Si par exemple on n'avait pas 50 mais 49 ici et 51 ici, alors on n'aurait pas une variance nulle parce qu'on n'a pas toujours les mêmes observations, mais on aurait une variance qui est proche de 0 et qui est très éloignée de ce 1491,66 qu'on a ici, parce qu'ici on a des résultats qui sont quand même sensiblement les mêmes, alors que pour les x qu'on a là-haut, les résultats varient beaucoup, on a une grande variance. Maintenant, je vais discuter un peu plus de ce 1491,66 qu'on a trouvé. En fait, on voit que c'est compliqué de se représenter ce nombre et pourquoi on est tombé sur ce nombre. Parce que pour la moyenne, c'est assez simple. On a une tendance centrale. On sait que 50, c'est le nombre qui est à peu près au milieu de ces échantillons ici. Sauf que pour la variance, par rapport à 4, 12, 22, 71, 92, 99, que représente ce 1491,66 ? Eh bien, en vérité, pas grand-chose. Ce qu'il y a, c'est que on a mis ici ce haut carré, ce qui agrandit tous nos nombres. Et donc, pour se ramener dans des ordres de grandeur qui sont un peu les mêmes, on doit prendre la racine de ceci. Et c'est pour ça qu'on définit sigma comme étant l'écart type et donc c'est simplement la racine de sigma carré. On voit que le carré se simplifie avec la racine. Et ici, ça nous donnerait donc la racine de 1491,66. Ceci, ça nous donne 38,62. Et on voit que c'est un nombre qui est beaucoup plus dans les ordres de grandeur de nos observations ici. Et ce que signifie cet écart type, de nouveau, c'est un peu tout est dans le mot, c'est l'écart type qui caractérise les écarts à la moyenne qu'on va trouver. Donc, ça veut dire que en moyenne, les écarts qu'on observe, c'est 50 plus ou moins 38,62. Si on a une grande variance, ça signifie que on aura un grand écart type et donc on observe des valeurs qui sont très loin de 50. Si on a une petite variance, on observe des valeurs qui sont très proches de 50. Donc l'écart type, rien de compliqué, c'est simplement la racine de la variance qui permet de nous ramener dans des ordres de grandeur qui sont similaires à celles de nos observations. Donc voilà, j'espère que ce concept de variance est un peu plus clair. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment les deux exemples que j'ai donnés là. On voit que la moyenne ne suffit pas toujours à décrire un échantillon, et même très rarement. Et on peut ajouter à la description d'un échantillon cette variance qui va nous donner une idée sur à quel point les valeurs sont réparties. Si on représente ça graphiquement, imaginons on a des valeurs qui vont de 0 à 100, et on a une moyenne qui serait ici. Si on a exactement la même chose pour un autre échantillon, alors un échantillon avec une grande variance, ce serait un échantillon où on aurait des observations à peu près comme ceci, et on peut aller dans les deux extrêmes comme ça. Donc ça, c'est un échantillon avec une grande variance. On peut même avoir des valeurs proches, mais on aura aussi des valeurs très éloignées comme ceci. Un échantillon avec une petite variance, c'est où tout est très proche de la moyenne ici. Et on voit qu'effectivement, ces deux échantillons sont très différents, mais si on observe que la moyenne qu'il y a là, on n'aurait pas d'indication sur la différence de ces deux échantillons. Maintenant, si tu veux voir comment on utilise cette variance pour des calculs plus avancés, je t'invite à regarder les autres vidéos de la playlist statistiques sur la chaîne.